Bonjour tout le monde, je suis Christine Larac, cofondatrice du groupe SenseEve et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui encore une fois pour le sommet de la finance et j'ai hâte de passer ce petit moment avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des NFT et du développement durable. On va voir quelque chose et quelques différents points ensemble. Donc, la première chose que je voudrais voir, c'est l'impact de la technologie donc là, on va aller et on va utiliser, vous allez me permettre d'utiliser un exemple pour voir comment la technologie affecte nos vies. Donc là, je vais utiliser les codes QR pour pouvoir prendre cet exemple. Ensuite, nous allons prolonger dans la blockchain et les NFT. Ça, ce sera juste une introduction parce que c'est un sujet assez complexe. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails et tous les codes qui rentrent là-dedans. Ensuite, on va toucher le sujet d'investir dans le Web3 parce que je sais que c'est quand même un sommet sur la finance. Donc, tout le monde est en train de se demander, est-ce qu'on devrait plonger dans le Web3? Est-ce qu'on devrait investir là-dedans? Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une opportunité? Donc, on va un petit peu toucher là-dessus aussi. Et enfin, je vais vous présenter SenseEve, qui est une initiative qu'on est en train d'entreprendre maintenant. Et c'est là qu'on va entrer dans le sujet en plein des NFT et le développement durable. Donc, pour commencer, l'impact de la technologie. On va commencer avec une petite histoire sur les codes QR. Donc, je dois vous dire que j'ai eu l'opportunité de participer au sommet de la finance en 2018, où est-ce que j'avais mentionné aussi l'utilisation des codes QR et je vais vous parler de ça dans le petit historique. Donc, les codes QR ont été créés en 1994 par une entreprise qui s'appelle DensoWave. Donc, ça, c'est une entreprise industrielle. Donc, ce qu'ils avaient fait, ils avaient créé ces codes QR-là pour pouvoir remplacer les barcodes parce que les barcodes étaient un petit peu limités par rapport à la quantité d'informations que ça pouvait stocker. Donc là, les codes QR, eux, ils pouvaient stocker beaucoup plus d'informations. Donc, c'était une nouvelle manière de pouvoir traquer les différents objets qu'ils produisaient dans l'industrie. Eux-mêmes, je pense qu'ils étaient spécifiés pour les objets automobiles. Donc, par rapport à ça, ils pouvaient scanner et avoir toutes les informations sur leur base de données. Donc, ça a été créé pour ça en 1994. On n'a pas vraiment entendu parler des codes QR à part ça. Ce n'était pas quelque chose qui était super populaire. Et après ça, en 2013, moi, j'ai eu mon premier contact avec les codes QR avec le logiciel InDesign. Donc, comme je travaille dans l'architecture et le graphisme et je donnais des cours en InDesign, donc là, j'utilisais les codes QR. C'était quelque chose d'assez intéressant avec mes étudiants pour pouvoir stocker des informations. Donc, ce qu'on faisait pour apprendre à utiliser les codes QR et les créer, c'est qu'on les utilisait comme jeu, où est-ce qu'on pouvait cacher une information à l'intérieur du code QR et on pouvait le scanner avec le téléphone. Mais à l'époque, les téléphones n'arrivaient pas à scanner directement de la caméra, sinon il fallait télécharger une application spéciale en code QR pour pouvoir lire ce message caché à l'intérieur de ce code pour pouvoir dévoiler ce message. Donc, on faisait des activités en classe où est-ce qu'on cachait et différentes informations, il fallait trouver la réponse et puis de ça, c'est comme une chasse au trésor où est-ce qu'on devait trouver le bon QR. Et en 2018, dans ma présentation au sommet de la finance, et j'avais pris comme exemple l'utilisation de la technologie. J'avais fait tout un parcours du web 1 et Web 2. On n'était pas encore arrivé au Web 3, de la génération Y, donc les millénials, qui est ma génération, et comment qu'on évolue avec la technologie. Et c'est là que j'avais donné l'exemple de, par exemple, si à l'époque, si Cooligan pouvait utiliser un code QR et mettre sur une bouteille, comme ça pouvait permettre l'interaction entre les clients qui achètent la bouteille, scanner pour pouvoir gagner des primes ou bien accélérer le marketing pour une compagnie déterminée. Dans ce cas, j'avais pris l'exemple de la CBC. Maintenant, en 2019, et donc jusqu'à présent, de 2018 à 2019, on ne savait pas que l'utilisation du QR allait être aussi adoptée. Et en 2019, on a eu une adoption massive grâce à cette crise sanitaire, la crise du COVID, où est-ce que c'était, et ça nous permettait d'interagir avec différents objets sans les toucher. Et c'est là qu'on a eu cette adoption massive.
Donc, ce que je veux voir avec vous, avec cette histoire de code QR-là, c'est 5 points spécifiques. Le premier point, c'est la création. Donc, la création du code QR a été faite par DensoWave, mais ça a été fait pour des raisons complètement différentes et aux raisons pour lesquelles c'est en train d'être utilisé aujourd'hui. Donc, en deuxième lieu, on a eu l'utilisation proposée de cette nouvelle technologie-là. Donc, l'utilisation proposée, c'était de mettre sur des articles et pouvoir les rentrer dans une base de données et ajouter des informations en plus qu'un barcode normal ne pouvait pas nous aider à générer. Maintenant, le troisième point, c'est l'expérimentation externe. Donc, c'est là que on rentre dans le InDesign. InDesign qui n'a aucun rapport avec la production industrielle, qui est un logiciel purement graphique, utilise et permet de générer des codes QR à l'intérieur de leur plateforme directement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on a plusieurs autres domaines, plusieurs autres entreprises qui commencent à adopter et expérimenter cette technologie-là pour voir comment ils peuvent utiliser ça à leur manière. Donc ça, c'est l'expérimentation qui est en train d'arriver. Maintenant, on a le numéro 4 qui est l'événement catalyseur et c'est là que la technologie se fait connaître et c'est de là qu'on passe vers cet événement-là. Dans ce cas du QR, c'était le COVID, qui vient avec une adoption massive. Et c'est là que plusieurs entreprises utilisent les codes QR. Et c'est par rapport à ça que non seulement les entreprises ont pu profiter de cette technologie-là pour pouvoir capitaliser dessus. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que il y a des gens qui ont créé des applications pour pouvoir lire des codes QR parce que ça ne pouvait pas se lire directement de la caméra. Donc, pour faciliter. Il y a des gens qui même offraient leur service. Tu as un restaurant et vous avez besoin de faire votre menu. Je peux faire le menu pour vous en code QR. Donc là, vous avez des services qui se sont créés autour de cette technologie-là. Maintenant, il y a des applications qui ont été créées aussi pour transformer des différentes pages Internet en code QR pour pouvoir les publier. Donc, tout ça, ce sont des individuels, des entreprises qui ont profité de cet événement catalyseur-là, qui ont vu les opportunités et qui ont décidé de expérimenter, voir comment ils peuvent appliquer ça dans différents domaines pour pouvoir profiter de l'adoption massive de cette technologie-là. Donc, ceci dit, on va rentrer dans le blockchain et les NFT. Donc là, c'est juste une introduction. Comme j'ai dit, c'est un sujet très complexe et je peux parler des heures et des heures sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui me fascine énormément. Mais on va prendre ça vraiment sur un point introductoire. Donc là, regardons ensemble une transaction entre deux personnes, deux parties, une personne A et une personne B. Donc là, dans ce cas, allons considérer les crypto-monnaies. Donc, la personne A veut transférer des Ethereum à la personne B qui veut échanger ces Ethereum-là pour du Bitcoin. Donc, ça, c'est une simple transaction. On le fait tout le temps et couramment si on veut échanger des gouttes pour des dollars, par exemple. Donc là, ce qui se passe dans un système centralisé, c'est qu'il y a un serveur qui est un intermédiaire. Disons que personne A et personne B ne sont pas dans la même ville et ils ont besoin de faire cette transaction-là en ligne. Donc, ils doivent passer par un intermédiaire qui est une plateforme quelconque qui va les permettre de faire cette transaction-là et qui va les permettre de faire cet échange. Maintenant, ce serveur-là, une fois que l'échange arrive dans ce serveur, il peut décider s'il fait l'échange ou s'il ne fait pas l'échange par rapport à des critères bien déterminés que ce serveur-là possède. Maintenant, là, le serveur reçoit l'argent et de là, il fait la transaction et il distribue l'argent entre les deux différentes parties. Et là, vous allez voir que l'usager A a reçu ses bitcoins et l'usager B a reçu son Ethereum. Et la transaction est faite. Maintenant, la différence entre un système centralisé et un système décentralisé, c'est les vulnérabilités. C'est pour ça qu'on a créé le système décentralisé. Donc, quelles sont les vulnérabilités du système centralisé? La première chose, c'est que, comme mentionné avant, le serveur a ses propres critères. Donc, ça veut dire que si c'est une entreprise quelconque qui décide que, voici les critères sur lesquels on va catégoriser nos usagers pour les permettre de faire cette transaction-là, donc que ce soit une quantité minimum d'argent pour pouvoir faire la transaction,
ou une quantité maximum d'argent pour faire cette transaction-là. Donc, ce serveur centralisé-là peut déterminer s'il va laisser cette transaction passer ou pas par rapport à ces critères. Maintenant, la deuxième chose, c'est que comme c'est un seul serveur, bon, quand je dis un serveur, je ne veux pas dire un ordinateur, sinon plusieurs ordinateurs centralisés sur un même système, il y a une vulnérabilité supérieure à être hacké. Parce que si un hacker va directement dans un des serveurs pour pouvoir et explorer justement les faiblesses de ce serveur-là, il est capable de récupérer l'argent de ces deux usagers-là et non seulement le serveur, mais les deux usagers vont perdre l'argent et ça va être récupéré par le hacker. Maintenant, la troisième vulnérabilité, c'est qu'il n'y a pas de registre public. Ça veut dire que si pour une raison ou pour une autre, l'usager A ne reçoit pas la quantité de Bitcoin que l'usager B avait prévu envoyer, il ne pourra pas voir sur un registre public pourquoi cette transaction-là n'a pas été faite au montant prévu. Mais là, il va devoir demander au serveur des explications. Le serveur ou bien ce système centralisé-là va choisir si oui ou non il va partager sa base de données ou le registre de toute cette transaction-là avec cet usager pour dire, OK, voici ce qui s'est passé et c'est passé par là, voici les frais qui sont sortis, etc. Donc, il faut demander. Bien qu'il y a des systèmes centralisés qui n'ont pas de problème de partager leurs données, mais en général, ce sont des choses qui sont un petit peu difficiles à recevoir. Que solutionne en fait le système décentralisé et comment que ça marche? C'est le même processus, mais au lieu de rentrer en connexion avec un seul serveur, on rentre en connexion avec plusieurs serveurs. Donc, disons que chacun de ces serveurs-là, ce sont des usagers différents qui décident volontairement de mettre leur serveur ou leur ordinateur au service du blockchain, de la blockchain. Donc, par rapport à ça, l'usager A envoie la requête vers le serveur doit vérifier avec chacun des différents serveurs. Donc, ça, c'est déterminé par blockchain. Donc, une blockchain peut décider qu'il faut, par exemple, 100 serveurs pour pouvoir confirmer une transaction. Donc là, ils sont en train de confirmer entre eux. Et par rapport à ça, ça fait la même chose quand l'usager B envoie la requête d'envoyer, justement, d'échanger les bitcoins avec l'usager A. Maintenant, après la vérification entre eux, donc chaque serveur communique un avec l'autre, pour être sûr que, premièrement, l'usager B a la quantité d'Ethereum qu'il a dit. Ethereum, c'est une monnaie, une crypto-monnaie. Quantité de cette crypto-monnaie qu'il dit avoir, qu'il prétend avoir pour pouvoir faire l'échange. Vérifier aussi que l'usager B va pouvoir répondre à cette demande-là et va pouvoir envoyer cette quantité-là au montant prévu. Et une fois que tous les serveurs approuvent pour dire que oui, j'ai vérifié, usager B a la quantité de crypto-monnaie qu'il prétend avoir, usager A aussi, c'est faisable, et puis ils communiquent entre eux. À ce moment, la transaction est faite et l'échange se fait aussi directement sur la blockchain. Maintenant, les bénéfices de ça, c'est que en général, la blockchain ont les mêmes critères pour tous, qui veut dire que l'usager A ou l'usager B ne vont pas être jugés ou bien ne vont pas être catégorisés par rapport à des critères spécifiques à cette plateforme. Sinon, c'est une plateforme universelle et c'est une plateforme générale. La deuxième chose, c'est qu'il y a une sécurité qui vient être ajoutée, c'est la sécurité des blocs. Parce qu'à chaque fois que tous les serveurs déterminés qui font le calcul approuvent la transaction, ça crée un bloc. Donc, c'est le bloc que vous voyez au milieu là. Et ce bloc-là vient s'ajouter à d'autres blocs. Donc, si un hacker a besoin de changer cette transaction-là, manipuler ou fausser cette transaction, il ne peut pas seulement changer un bloc parce que ce bloc-là est ajouté à une continuité de blocs qui est tout le temps en train de s'actualiser. Donc, il devrait en fait changer toute cette quantité de blocs-là dans tous ces serveurs spécifiques-là pour pouvoir faire ce changement. Et la chose, c'est que c'est presque, bon, c'est impossible. On n'a pas encore trouvé la façon de hacker ce système parce que imaginez-vous que chaque serveur, et il y a des millions à travers le monde, sont allumés à des moments spécifiques. Donc, ça veut dire que, imaginez-vous que j'ai un serveur, mon serveur est éteint, mais le hacker décide de changer ces blocs-là pendant que mon serveur est éteint, mais d'autres serveurs sont allumés. Donc, il va affecter les serveurs qui sont allumés. Mais dès que j'allume mon serveur moi-même,
ça va automatiquement voir qu'il y a eu un problème parce que le registre qui était sur mon serveur avant ce hackage-là n'est pas le même registre après. Donc, il y aura quand même une manière de réaliser que cette transaction ne peut pas être effectuée. Donc, ça, c'est la sécurité ajoutée et par le concept des blocs. C'est pour ça qu'on l'appelle la blockchain, parce que c'est différents serveurs qui rentrent en chaîne et qui forment des blocs ensemble. Maintenant, c'est un registre public. Donc, non seulement j'ai accès aux différents portefeuilles des différents usagers, si je connais le code de ce portefeuille-là. Donc, avant de faire la transaction avec B, A peut déjà vérifier en avance sur la plateforme et publique si B a la quantité de Bitcoin qu'il prétend avoir avant de rentrer dans la transaction. Même si, s'il accepte, ça ne va pas se faire parce que, de toutes les façons, tous les serveurs doivent approuver. Et deuxièmement, ce registre-là sera public. Donc, si on a un usager C, X, Y ou Z qui rentre dans le jeu, donc là, vous voyez qu'il y a 3 usagers alors que la transaction s'est faite entre 2 usagers, ce troisième usager-là aura la possibilité de voir cette transaction qui s'est passée. Donc, il y a une complète transparence sur la blockchain, donc on ne peut pas fausser ces données-là. Donc, ça, c'est le troisième bénéfice. Maintenant, très important, il ne faut pas confondre et ni penser qu'une plateforme d'échange en crypto-monnaie est égale à un système décentralisé. Parce que ce qui se passe ces jours-ci, si par exemple vous utilisez une des plateformes les plus populaires comme Coinbase, Binance, etc., ce sont des plateformes centralisées qui gardent les crypto-monnaies sur leur plateforme et qui après distribuent ces crypto-monnaies-là. Donc, c'est sur la blockchain, certes, mais ce n'est pas un système décentralisé. Donc, quelque chose pour expliquer ça encore plus, c'est qu'il y a différents types de portefeuilles. Donc, pour pouvoir faire un échange entre crypto-monnaies, vous devez avoir un portefeuille. Donc, usager A a son portefeuille, usager B a son portefeuille. Donc, pour faire cette transaction-là, il faudrait que ils aient un portefeuille dépositaire ou non dépositaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, on dit custodial ou non-custodial. Et ça veut dire que un portefeuille dépositaire, ça veut dire que le système, la plateforme, et prend en charge les monnaies de cet usager-là. Ça veut dire que l'usager accepte de laisser ses monnaies sur cette plateforme-là spécifiquement. Tandis que un portefeuille non dépositaire, c'est que l'argent est stocké sur la blockchain. Donc, il n'y a pas moyen de perdre l'argent. Donc, un système centralisé peut être hacké. Donc, c'est pour ça que vous avez sûrement entendu parler de tous les scandales qui ont été faits entre l'année dernière et cette année, avec toutes ces grandes plateformes comme FTX qui ont crash parce que, bon, non seulement ils prétendent avoir été hackés, mais bon, c'est pas la grande histoire, mais c'est quand même possible pour ces différentes plateformes d'être hackées. Donc, il faut faire quand même attention et faire vos recherches avant d'investir dans le Web3 ou dans la blockchain pour savoir exactement quel type de transaction vous faites et quel type de portefeuille que vous avez et quel type de système sur lequel vous êtes. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, on rentre dans le sujet des NFT. Donc, on a dû expliquer la blockchain pour pouvoir rentrer dans le système des NFT parce que, en fait, c'est une transaction qui est en train de se faire encore entre 2 usagers, usager A et usager B. Mais la seule différence, c'est que au lieu de faire une transaction entre crypto-monnaie et crypto-monnaie, on fait une transaction entre crypto-monnaie et objet. Donc ça, c'est la grande différence. Donc disons que la même transaction va se faire, on va faire ça entre crypto-monnaie et objet. Maintenant, de la manière traditionnelle, ça veut dire maintenant, si on essaie de faire cette transaction-là sans l'attribuer à un NFT, je peux, moi, décider, bon, à nous prendre usager A et B, usager A peut décider d'acheter entre les mains d'usager B une œuvre d'art quelconque. Donc, dans ce cas, une belle œuvre d'art, wow, sensitive. Mais c'est une peinture. Donc, c'est une peinture physique. Maintenant, ça peut être physique ou digital. Donc, c'est un objet. Donc, A décide d'envoyer sa crypto-monnaie à B encore à travers la blockchain et reçoit
off-chain. Donc, off-chain veut dire qui n'est pas sur la blockchain, une transaction qui n'est pas enregistrée sur la blockchain, dit, OK, d'accord, envoie-moi ma pièce d'or. Cette pièce d'or-là peut être envoyée de différentes manières. Par email, donc on attache cette pièce d'or-là à un email quelconque et on envoie ça comme attachment, ou bien comme objet physique, on ship ça et puis on arrive et puis vous avez votre objet physique entre vos mains. Mais cette transaction-là n'est pas enregistrée sur la blockchain. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que usager A reçoit sa pièce d'or, usager B reçoit ses Ethereum, mais il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune donnée qui dit qu'usager a acheté une œuvre d'or entre les mains d'usager B. La seule transaction qui a été enregistrée, c'est que usager a envoyé des Ethereum à usager B. Donc, en n'importe quel moment, usager B peut décider que, bon, tu sais quoi, j'ai reçu des Ethereum, mais je ne vais pas t'envoyer la pièce d'or. Et puis, quand usager A va dire, bon, mais tu dois me donner ma pièce d'or parce que j'ai payé pour ça, il va dire, mais non, tu m'as juste envoyé des Ethereum. Donc, il n'y a pas de preuve derrière ça. Donc, ce que le NFT résout, en fait, c'est que en envoyant cet objet à travers la blockchain, et encore, ça peut être un objet physique ou digital, on va venir sur ça bientôt, il signe un contrat avec usager A pour dire, OK, j'accepte Ethereum en échange de cet objet et enregistré sur une base de données publique. Donc, tout le monde va pouvoir voir dans le même concept de la blockchain que cette transaction a été faite entre usager A et usager B pour des Ethereum contre une œuvre d'art. Et c'est là que le système est beaucoup plus décentralisé et c'est de là que toute cette magie de NFT est en train de grandir et c'est pour ça qu'il y a tout ce hype, cette excitation autour du domaine des NFT. Parce que non seulement ça profite de la blockchain dans le sens de sécurité et des blocs, parce que cette transaction est enregistrée, donc encore pas de possibilité d'être hacké, et c'est sur un registre public qui veut dire que tout le monde a accès à cette information-là. Et si jamais vous avez une réclamation à faire, ou bien, et vous voulez une preuve d'authenticité de cette œuvre-là, vous l'avez publiquement sur la blockchain. J'espère que tout le monde me suit jusqu'à présent. Donc, par rapport à ça, pour mieux comprendre ce qu'un NFT est, prenons cette image-là. Donc, ça, c'est une image numérique, sensitive. Donc, qu'est-ce qui caractérise un NFT? Il y a 4 choses qui peuvent catégoriser un NFT. Premièrement, cinq. L'image elle-même, donc le contenu numérique. Le contenu numérique peut être n'importe quoi. Ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un son. Tout ce qui peut être numérique peut se transformer en NFT. Maintenant, il est attribué à un identifiant unique, donc un code. Dans ce cas, ce n'est pas un code QR, mais ça peut être un code QR. Mais c'est un code qui attribue justement un code unique à cette image-là. Donc, cette image-là est uniquement reconnue par code X sur la blockchain. Maintenant aussi, on a les métadonnées. Donc, les métadonnées, c'est toutes les descriptions de cette pièce d'or. Donc là, par exemple, comme métadonnées, on peut avoir, et cette pièce d'or a un fond vert. C'est une dame brune avec des cheveux noirs et des lèvres rouges. Donc, tout ça, ce sont les métadonnées qui rentrent sur la blockchain et que ça a été créé par SenseEve, qui est une plateforme. Donc, tout ça, ce sont les informations qui sont enregistrées. Maintenant, à partir de là aussi, on a le contrat intelligent. Donc, le contrat intelligent, c'est le contrat que l'usager A signé avec usager B pour dire, j'accepte de vous transférer des Ethereum, de la crypto-monnaie, pour pouvoir recevoir cette pièce d'or-là. Donc, ça, c'est le contrat intelligent signé entre les deux, qui autorise la transaction et qui fait automatiquement la transaction. Maintenant, ce contrat intelligent-là est clé dans le domaine des NFT et c'est ça que beaucoup de firmes veulent exploiter parce que ce contrat intelligent peut être programmé. C'est une programmation que c'est. Donc, les possibilités sont infinies, mais on va venir là-dessus. Et enfin, on a la communauté. La communauté, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le concept des NFT de nos jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, cette collection d'NFT, c'est une collection de 10 000 NFT. Donc, vous aurez 10 000 personnes à collectionner différentes pièces. Donc, chaque pièce sera unique. Donc, ça, ce sont 10 000 personnes qui vont signer le même contrat
avec une même entité, donc ça forme automatiquement une communauté. Et cette communauté-là peut ensemble décider par rapport à une organisation décentralisée, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là parce que sinon cette présentation va être trop longue, le DAO, et cette communauté-là peut avoir des droits de veto sur l'organisation quelconque ou, dans ce cas, et cette collection de Sensitive, qui veut dire que si cette collection-là décide qu'il veut investir dans quelque chose, donc cette communauté-là peut pouvoir voter à partir de leur NFT quand ils ont cet identifiant-là. Donc, c'est presque comme le concept d'acheter des stocks, mais au lieu d'avoir 1/1000, vous aurez 1/10 000 et vous avez une égale part que chaque personne qui achète cet NFT-là. Donc, c'est comme une gouvernance qui se crée autour d'un projet quelconque de NFT. Donc ça, c'est un concept très intéressant et c'est un concept qui a aidé aux NFT à prendre la popularité qu'ils ont de nos jours. Donc, encore une fois, un projet NFT n'est pas égal à un projet éthique et transparent. Donc, c'est pas parce que les NFT ont toutes ces avantages qui veut dire que tous les projets sont éthiques et transparents. Donc, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de scandales dans cette affaire de non seulement crypto-monnaie, mais NFT, parce qu'il y a des projets qui viennent, qui font une quantité d'argent, qui promettent des choses, mais qui ne les respectent pas. Donc, il faut aussi faire vos propres recherches, savoir quelles sont les valeurs de ce projet-là et si, pour pouvoir déterminer si vous voulez vraiment investir là-dedans. Et par rapport à là, vous pouvez aussi vous engager dans la communauté de ce projet-là pour voir s'ils avaient respecté les engagements qu'ils avaient pris avant envers non seulement leur communauté, mais leurs valeurs et ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Et c'est de là que le point de communauté est très important dans les projets d'NFT. OK, donc là, on est en train de répondre, on va répondre et tenter de répondre à la question, et est-ce qu'on devrait investir dans le Web3? Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une opportunité? En fait, si on retourne dans le cadre qu'on avait avant, avec les différentes options, les 5 différentes options, là, pour moi personnellement, dans le domaine des NFT, nous sommes dans le point 3, expérimentation externe. Donc, on a eu la création des NFT, on a eu l'utilisation proposée qui est généralement utilisée de nos jours, couramment utilisée dans le domaine des arts numériques, que ce soit digital, musique ou des films ou des vidéos. Mais là, beaucoup d'entreprises sont en train de rentrer dans le domaine pour pouvoir expérimenter et voir comment ils peuvent utiliser cette technologie parce qu'en fait, le NFT n'est pas un objet, sinon c'est une technologie derrière un objet. Donc, c'est la technologie qui est attachée à l'objet. Et c'est là que j'ai voulu prendre avec vous l'exemple du code QR au début, parce que le code QR n'est pas un objet, mais c'est attaché à un objet pour pouvoir l'intégrer dans une base de données. En fait, le NFT, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, la seule chose, comme le code QR avait beaucoup plus d'applications que le code barre, le NFT a infiniment plus d'applications que le code QR dans le sens que vous pouvez y attacher un contrat intelligent, créer une communauté à travers, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'avantages et de différentes applications par rapport à ça. Donc là, on est dans le domaine d'expérimentation. Là maintenant, je suis actuellement en voyage, en déplacement, parce que j'étais en train d'assister à une conférence, un sommet sur les NFT, et j'ai rencontré beaucoup de personnes dans différents domaines. Maintenant, une petite histoire, c'est que, bon, j'ai rencontré des gens dans des domaines vraiment vastes et différents, et JP Morgan, des gens qui travaillaient dans le domaine de marketing de JP Morgan, Ralph Lauren, et d'autres différentes compagnies qui n'ont rien à voir une avec l'autre. Et à chaque fois que je demandais, au fait, et qu'est-ce que vous faites dans l'espace, qu'est-ce que vous faites dans le Web3, quel est votre projet? Et eux tous, ils me répondaient, on ne sait pas. On ne sait pas. En fait, on nous paie pour pouvoir le déterminer. Donc, pour pouvoir chercher le quoi, dans le quoi qu'on va investir et comment utiliser cette technologie-là. Donc, en fait, il n'y avait pas des projets, seulement des projets bien
déterminer, sinon beaucoup de projets à déterminer. Et c'est dans cette phase-là qu'on est maintenant, où est-ce que beaucoup de compagnies sont en train d'investir dans l'exploitation de cette technologie-là pour savoir comment l'utiliser à leur avantage. Et qu'est-ce qui va être l'événement catalyseur qui va vraiment booster les NFT? On pense qu'on a eu un événement catalyseur qui a été la vente du NFT par Beeple, qu'on a eu l'opportunité de connaître par rapport à SenseEve, qui a vendu son NFT à 69 millions de dollars et qui a fait la popularité des NFT. Tout le monde est rentré dans le domaine d'or pour dire, OK, d'accord, moi, je pourrais vendre peut-être mon or à ce prix. Mais en fait, ce n'est pas le vrai événement catalyseur. Pour moi, l'événement catalyseur n'est pas encore arrivé parce qu'on n'a pas encore trouvé l'utilisation qui pourrait vraiment exploiter euh, profondément et dans son maximum potentiel la technologie du NFT. Et quand on arrive dans cet événement catalyseur-là, l'adoption massive peut être extraordinaire. Là, on n'est pas dans une adoption massive. La quantité de personnes qui sont en train d'utiliser cette technologie-là est minime. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel dans le domaine. Donc, risque, oui, parce que c'est une nouvelle technologie. On ne sait jamais où est-ce que ça va aller. Dans l'explosion de l'Internet, il y a beaucoup de compagnies qui ont et qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Il y a eu beaucoup de compagnies qui ont réussi. Il y a eu beaucoup de fausses promesses et de fausses compagnies par rapport à ce que l'Internet pourrait être, parce que tout ça, c'était des suppositions. Mais il y a beaucoup de compagnies qui sont restées et qui font maintenant, qui dirigent maintenant presque pratiquement nos jours à jour, quand on prend Netflix, Amazon, et toutes les différentes compagnies de réseaux sociaux qui sont en train de gouverner notre vie et couramment. Donc, je pense, pour moi, c'est un risque, mais c'est aussi une grande, grande, grande opportunité. Et c'est pour ça qu'on plonge en plein pied là-dedans, parce que, il y a beaucoup à exploiter. Et finalement, le sujet du jour, les NFT et le développement durable. Et ça, je vais prendre l'exemple, je vais vous expliquer ça par rapport à SenseEve, qui est le projet qu'on a développé l'année dernière, en 2022, février 2022, qu'on a lancé. Et par rapport à ça, j'espère vous expliquer comment les NFT peuvent contribuer au développement durable. Donc, on ne peut pas parler de développement durable sans parler des objectifs de développement durable qui ont été proposés. Toute organisation qui travaille dans ce domaine-là doivent les connaître et c'est quelque chose de très important, non seulement pour les organisations non gouvernementales et les non-profits, les organisations à non-profit, mais aussi pour les organisations à profit parce que je pense que c'est un guide assez intéressant pour pouvoir nous mener vers un meilleur monde. Donc, ça, ce sont les différents objectifs de développement durable. Donc, quand on parle de est-ce qu'un projet, une initiative ou une compagnie participe au développement, je pense que ces 17 indices peuvent nous plus ou moins guider là-dessus. Et c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir voir l'impact que SenseEve peut avoir sur le développement durable. Donc, c'est qui SenseEve? C'est quoi SenseEve? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous sommes une équipe de 8 femmes. Vous pouvez en savoir plus sur nous sur notre site Internet, parce que je ne vais pas prendre trop de temps ici. Donc, allez sur notre site Internet, explorez, allez sur About Us et vous allez connaître chacune des merveilleuses femmes derrière cette collection-là, ce projet. Donc, nous sommes la première entreprise de Web3 légalement enregistrée et publiée dans les Caraïbes. Ça, c'est incroyable. On a déjà fait l'histoire, donc ça veut dire que bon, on peut s'arrêter là, c'est fini, comme si là, on a déjà marqué l'histoire. Non, on va pas s'arrêter là, au contraire, on va continuer encore plus. Donc, nous nous engageons à promouvoir l'égalité des chances pour tous grâce à la puissance et la technologie de la blockchain. Notre objectif est de construire efficacement des projets de développement durable et de débloquer des solutions innovantes nous permettant de créer ensemble un avenir meilleur. Donc ça, c'est l'objectif de SenseEve. Maintenant, quelques d'entre vous peuvent vous demander pourquoi SenseEve, d'où sort le nom. Donc, quand on est rentré en plein dans le domaine du Web3 et on s'est réunis et on était en train de
brainstorm, de parler de comment appeler la compagnie, déterminer les valeurs de la compagnie. On a réalisé en fait que seulement 8 à 11% de femmes étaient en tout impliquées dans le domaine du Web3. Ça veut dire que la majorité des transactions, des créateurs, des développeurs dans ce domaine-là étaient des hommes. Et là, on a dit, mais waouh, on est en train de rentrer dans une nouvelle technologie en 2022 et on est en train de se battre encore une fois pour les mêmes points d'égalité que c'est pas possible. D'où sort ça? Et d'où ça sort? Et c'est de là qu'on est venu avec le nom Sensible parce qu'on a réalisé avant les réseaux sociaux et toutes les informations, les médias qui nous donnent les informations ces jours-ci, c'était plus et, les scriptures, donc ça veut dire c'était plus les livres religieux qui nous donnaient ces différentes informations-là. Et de là est sortie l'histoire d'Ève, d'Ève, la première femme, et Ève qui a eu toute la charge du monde sur son dos par rapport à la première pomme, le péché originel. Et donc là, on a décidé de changer un petit peu la narrative, de reprendre la narrative en main, de la réécrire par rapport à notre collection de NFT. Et c'est de là qu'est sorti le nom Sense-Eve. Donc, Sense-Eve, maintenant, nous avons trois initiatives. La première initiative, une initiative d'éducation en Web 3. Donc là, nous avons déjà animé plusieurs ateliers et nous avons formé en 2022 plus de 250 apprenants dans le domaine du Web 3 et spécifiquement des NFT. Notre objectif cette année, c'est d'atteindre plus de 1000 personnes. Donc, avec vous, je pense que ce sera possible. La deuxième initiative, c'est une collection de NFT. Donc, nous avons lancé la collection de NFT dans le but, et Sensitive, dans le but de promouvoir justement l'égalité des gens et en utilisant l'art, la communauté et la technologie pour pouvoir changer cette conversation, changer la narrative, venir avec une nouvelle histoire beaucoup plus intéressante, pourquoi pas, sur elle. Et la troisième initiative, après, en cours, on est en train de développer ça. Bon, pas de développer, dans l'étape de planification. Ensuite, nous passons à l'étape de développement de la plateforme de marché. Donc, ce que les NFT nous permettent de faire avec tout ce qui s'est passé en Haïti durant les dernières années, euh, on a vraiment diminué dans le domaine du tourisme. Et on sait que l'art est principalement affecté par ce fait, parce que la majorité des artistes vivent du tourisme et il n'y a pas beaucoup de personnes qui visitent le pays en ce moment. Donc l'idée, c'est quoi? On était en train de réfléchir comment on peut apporter, au lieu d'apporter le tourisme à l'artiste, est-ce qu'on peut apporter l'artiste aux différentes personnes internationalement? Donc c'est par rapport à ça qu'on a décidé de développer une plateforme de marché où est-ce qu'on pourrait permettre aux artistes de non seulement créer des objets numériques par rapport aux NFT, mais où on peut les permettre aussi d'attribuer un NFT à un objet physique et pouvoir le vendre internationalement euh, sur des plateformes et diverses par rapport à notre plateforme de marché pour les intégrer rapidement dans le domaine du Web3, vu la popularité que c'est en train de prendre ces jours-ci. Donc ça, ce sont les trois initiatives qu'on a en cours. Là, je vais vous parler spécifiquement de la collection d'NFT. Donc, comment est-ce que cette collection d'NFT, les NFT, sont en train de contribuer à un développement durable? Et là, on rentre en plein là-dedans. Donc, prenons par exemple la collection Sensitive. Cette collection-là est une réinterprétation de l'histoire d'Ève à travers l'art numérique. Nous avons renversé les croyances limitantes persistantes sur les femmes en utilisant les NFT et l'art pour réécrire son histoire. Dans notre journée d'Eden, donc ça c'est un terme en anglais qu'on a utilisé, donc au lieu du jardin d'Éden, on a le jardin d'Eden pour pouvoir égaliser. Donc là, Ève n'a plus honte et elle est libre de toute limitation. Cette collection de NFT est unique et s'élève les épreuves et les imperfections qui rendent chacune de nos histoires uniques. Donc là, vous pouvez voir déjà qu'on est en train de contribuer par rapport au développement durable à l'égalité entre les sexes. Donc ça, c'était notre premier objectif qu'on voulait atteindre.
Maintenant, le deuxième objectif, c'est l'éducation de qualité. Non seulement par rapport à notre initiative d'éducation en Web3, mais aussi, on a décidé d'aller plus loin et nous sommes fiers de travailler en collaboration avec deux organisations. La première, YWCA Haïti, qui utilisera les bénéfices du projet pour construire leur premier cybercafé. Donc, nous allons non seulement apporter l'éducation, mais un laboratoire informatique pour non seulement les différentes femmes qui font partie du projet de la YWCA, mais aussi la communauté. Donc, ce cybercafé sera ouvert dans les temps et de travail de YWCA Haïti pour les femmes qui font partie du programme, mais une fois que c'est fermé, là, ce sera ouvert à la communauté pour n'importe qui pour pouvoir venir et utiliser cette plateforme. Donc, ce qu'on a réalisé aussi, c'est la communauté dans laquelle YWCA Haïti se trouve maintenant. Il y a beaucoup de jeunes qui font partie de cette communauté et qui n'ont pas accès aux ordinateurs ou à l'Internet pour pouvoir soit faire les recherches, leurs travaux. Et on sait que les écoles, celles aussi, demandent que la majorité des travaux soient faits sur un ordinateur. Donc, pour contribuer aussi au développement de cette communauté-là. Et en deuxième lieu, on a aussi une collaboration avec Hope for Haiti qui utilisera les revenus d'une collection spéciale qu'on a fait avec eux en collaboration avec d'autres artistes pour reconstruire des écoles qui ont été détruites dans le sud après le tremblement de terre. Donc ça, c'est le deuxième objectif qu'on avait aussi, c'était d'atteindre l'éducation de qualité. Et en dernier lieu, le troisième objectif qu'on a aussi, c'est la vie terrestre. Donc là, on a dit que nous ne pouvons pas parler de développement durable sans parler de vie terrestre et nous ne pouvons pas parler de jardin d'Eden, donc Garden of Eden, sans parler de la flore. Donc là, on a décidé de faire une collaboration avec Grown in Haiti. On est justement en train de développer ensemble ce projet-là, où est-ce qu'il y aura un arbre planté par NFT. Et nous avons 10 000 NFT. Donc, imaginez-vous l'impact que ça peut avoir sur la communauté. Donc, ça, ce sont les trois objectifs qu'on avait à atteindre avec la collection de Sensitive. Donc, ça, c'est un exemple de comment un projet de NFT peut en fait contribuer au développement durable. Maintenant, une chose très importante à considérer et pourquoi beaucoup d'organisations, pourquoi les NFT peuvent profiter à beaucoup d'organisations et surtout les organisations non gouvernementales. C'est que la première chose qui rentre en jeu, l'un des domaines qui rend les gens réticents d'investir dans les organisations internationales et surtout en Haïti, c'est la confiance. La confiance est l'une des choses les plus difficiles à gagner et les plus faciles à perdre. Donc, il faut faire très attention. Et ces organisations-là, c'est pas pour dire que ce ne sont pas des organisations crédibles. Nous avons beaucoup d'organisations très crédibles en Haïti, surtout, bon, en parlant des organisations avec lesquelles nous sommes en train de travailler, la YWCA, Haïti et Hope for Haiti. Mais maintenant, le problème avec des organisations, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent en jeu. Le plus grand que l'organisation est, le plus de personnes qui rentrent en jeu. Et il ne suffit qu'une personne pour faire quelque chose, allons dire, de malsain dans l'organisation pour détruire justement cet effet pour donner cet effet de domino-là et créer et gâter cette confiance-là et perdre cette confiance-là des différentes personnes qui investissent dans cette organisation. Maintenant, les NFT et la blockchain peut aider justement à ces organisations-là en non seulement donnant des propriétés, des authenticités à chaque investissement qu'un individuel décide de faire dans cette organisation-là, en attribuant un code unique à cette contribution-là, attachant ça à une image, un NFT, par exemple, mais la transparence dans toutes les transactions qui sont faites. Donc, je sais que j'ai fait la transaction, je sais que la transaction de cette organisation a été faite vers telle autre organisation ou tel autre usager pour telle et telle raison. Donc là, je peux avoir cette transparence-là et cette paix d'esprit en faisant cette transaction avec cette organisation. La sécurité aussi, parce que si j'investis de l'argent dans une organisation, j'ai pas envie de savoir qu'un jour, c'est n'importe quel hacker peut venir et profiter de cet argent-là. Et la communauté.
Donc, ensemble, je peux savoir qui d'autre est intéressé dans ce projet, dans cette organisation, et me pouvoir contacter ces personnes-là pour ensemble pouvoir et participer ou s'engager encore plus dans les activités de cette organisation. Maintenant, pour terminer, donc ça, c'est le concept général des NFT, le développement durable et où est-ce qu'on peut aller. Mais, et si nous allions légèrement plus loin? Donc, l'idée de Sensive, qui investit dans la plantation, le reboisement par rapport aux différents hubs qui vont être attribués à chaque NFT. Donc, vous voyez la connexion, là, vous allez voir la connexion entre les NFT et les codes QR et comment les technologies, en fait, rentrent un avec l'autre. Donc, chaque hub peut-être attribuer un QR code et à partir de ce QR code, une plaque métallique qu'on met sur l'hub une fois grand, on peut venir et scanner ce QR code et savoir à qui appartient cet NFT-là qui a contribué à cette hub. Mais pour aller encore plus loin, il y a la traçabilité aussi. Et c'est ça que la majorité des compagnies sont en train d'expérimenter, et surtout dans le domaine de l'agriculture. Et si, et si chaque étape de la vie de cette herbe est déterminée par un bloc. Donc, on a la première étape qui est la plantation, on met les différentes graines dans le sol, et ça, c'est un bloc. Donc, ce bloc-là est enregistré sur la blockchain pour savoir que, OK, cet arbre a été planté. La deuxième étape, c'est quand ça grandit, qu'il y a un autre bloc. Maintenant, on peut considérer ces différentes étapes-là par des photos, par exemple, parce que n'oubliez pas que les NFT peuvent être attribués à n'importe quel objet numérique. Donc, l'arbre commence à pousser, je prends une photo et ça devient un deuxième bloc que je mets sur la blockchain pour savoir que l'NFT est arrivé dans la deuxième étape. Maintenant, par rapport à là, il y a une troisième étape quand ça grandit légèrement et que c'est assez solide, donc on sait que ça a réussi. Je prends la photo et ça devient une troisième étape, donc qui crée un troisième bloc à l'intérieur de ce blockchain-là et de cette blockchain-là. Et à la fin, on a la quatrième étape qui est l'arbre en lui-même qui devient l'étape finale. Et avec ça, il y a l'exploration maintenant des NFT dynamiques où est-ce que ça peut changer avec le temps. Donc, l'image que j'avais au début n'est pas l'image que j'ai à la fin, mais l'intéressant de ça, c'est que je suis capable, par rapport à mon NFT, de savoir toute l'évolution de la vie de cette herbe, par exemple, et savoir exactement qui l'a planté. N'oubliez pas les métadatas, donc les métadonnées. Donc, je peux avoir les différentes données associées à chaque étape pour savoir un tel est venu, XYZ a planté, XYZ a pris cette photo. Donc, je vois littéralement la vie du NFT par rapport à ce registre-là. Et ça peut se faire avec beaucoup de différents objets. Ça, c'est juste l'exemple que je vous ai pris par rapport à un arbre. Donc, ça, c'était tout pour la présentation. J'espère que ça vous montre les possibilités de cette technologie. Et encore, j'ai beaucoup plus de choses à dire. J'aurais pu continuer pendant toute la journée, mais je sais que j'ai un nombre de temps qui m'a été attribué. Donc, par rapport à là, je vous invite à connaître beaucoup plus notre collection en scannant ce code QR. Et ce code-là va vous amener sur notre page. Je vous invite à contribuer et à rejoindre le mouvement en achetant votre Eve. Et par rapport à ça, nous pouvons suivre la chaîne et développer ce système-là ensemble. Donc, ça, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Encore une fois, je suis Christine Larac. Ça a été un plaisir de vous présenter aujourd'hui pour le sommet sur la finance en 2023, une deuxième fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous sur hello@sensive.org ou vous pouvez nous visiter sur www.sensive.org ou sur tous les réseaux sociaux @sensiveart. On est sur Twitter, Facebook, Instagram, où vous pouvez trouver nos fondatrices, nos cofondatrices sur LinkedIn pour voir leurs différents profils et communiquer avec elles aussi. Donc, c'était tout pour moi. Merci beaucoup et bon sommet.